Salut l'équipe, de retour pendant la période estivale pour parler NBA, se projeter sur la saison prochaine après avoir fait les 5 équipes qu'on attendait le plus. Aujourd'hui, place aux 5 joueurs qu'on attend le plus. Tu le sais, hein, pendant tout l'été, nous sommes présents parce qu'on est chaud en podcast, sur YouTube, avec des interviews, parce qu'Erwan a eu la chance d'interviewer dans le désordre Soubert, Carmelo Anthony, Stéphane Marbury et Dirk Nowitzki. Tout ça est à retrouver tous les week-ends pendant le mois d'août sur la chaîne First Team en attendant le retour en septembre de nos vacances bien méritées. On y va direct, tout de suite. Voici les 5 joueurs que l'on attend le plus. Ça commence avec ce premier joueur dans quelques instants, bien sûr. On profite qu'Arthur et Erwan soient venus là, à l'heure de la sieste entre deux pina colada pour venir discuter. Erwan est toujours là, bravo, hein, bravo l'apéro Spritz, Erwan, ça me régale que tu sois derrière le bar. Il manque le chapeau de paille. Il manque le chapeau de paille. On commence tout de suite, un joueur évident, j'ai envie qu'on commence par lui, c'est Paul George. Allons tout de suite sur Paul George qui vient de quitter donc le berceau californien. Il avait rêvé de jouer pour les Lakers, il a joué finalement pour les Clippers. Vous avez vu d'ailleurs ce qu'il a dit, on en reviendra dans quelques instants. Voici les stats l'année dernière. 74 matchs, plus de 22 points, un joueur très complet, des pourcentages exceptionnels à 3 points, incroyable. 41%. Il arrive donc pour rejoindre Tyrese Maxey et Joel Embiid à Philly. Il passe du bleu au bleu et il traverse tout le pays, Erwan. Pour Philly, c'est un excellent coup, mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de parler de Paul George, qui arrive dans un nouveau projet, après celui d'Indiana, qui était le premier projet de sa carrière, celui d'OKC qui a été court, mais on a presque failli y croire. On rappelle qu'il était associé avec Melo et Russell Westbrook à l'époque, et puis il y a eu son grand projet des Clippers, qui là, encore une fois, n'est pas allé au bout. Paul George, il a quand même ce truc de mec trop fort, ou all-around, de côté du terrain, tout, et bravo. Mais il a ce côté aussi de... Il va pas au bout des choses. Voilà. C'est clair. Non, mais tu sais très bien que je suis un fan de Paul George de la première heure, mais il y a un truc de... Il va pas au bout des choses. Et le contexte Philly, je suis curieux de voir... Je vois ce qu'il va apporter autour de Maxey, de Embiid. C'est exactement ce qu'il va leur falloir. Maintenant, moi, ce que j'attends d'un Paul George qui quitte les Clippers pour aller prendre le max, parce que c'est aussi une histoire d'oseille, à Philly, c'est qu'il transforme aussi cette équipe de Philly en la stabilisant émotionnellement, en l'amenant un petit peu, en la faisant jouer comme une équipe qu'on se dit, ok, vous pouvez jouer comme des champions. Attends, pour toi, Paul George, rebondir sur ce que vient de dire Erwan, Paul George est un joueur qui peut stabiliser le projet Philly, au-delà de l'émotion et tout, il peut rester là-bas, s'installer et avoir des résultats. Là, en l'état, tu l'as dit, c'est un bête de joueur, mais j'ai l'impression que cette équipe de Philadelphie, la réussite de cette équipe, ça passera avant tout par l'état de santé de notre ami camerounais ou américano-camerounais Joel Embiid. Franco. Comment ? Franco, tu as raison. C'est un bête de joueur déjà. Pas l'espagnol, hein. Comment il va se positionner par rapport à Tyrese Maxey ? Est-ce que ça va être la deuxième ou troisième option ? Je pense que ça va être la troisième option. Je pense que c'est un rôle qui lui correspond. Il arrive dans cette équipe-là, ça va lui aller. Il va pouvoir envoyer plein de bombinettes à 3 points, il va s'éclater, etc. Et la plus-value que je vois pour Paul George dans cette équipe, c'est gérer les moments où Joel Embiid pourrait potentiellement être blessé. Faire en sorte que tu n'aies pas un creux et que tu arrives en étant 7e ou 8e à l'orée des playoffs. Mais pour faire passer un cap, etc. à cette équipe, je pense qu'en l'état, c'est un petit peu juste. Bah après, dans les confrontations, il faut se projeter aussi sur les potentielles confrontations en playoff face à Boston, mais il a le profil parfait pour défendre sur Jaylen Brown, sur Jason Tatum. Il a ce truc-là, tu vois. Mais dans les confrontations, moi, je vois aussi ça. Face à New York, c'est aussi un mec qui peut s'opposer, qui peut défendre sur Brunson, qui peut défendre sur Bridges, qui peut défendre sur Anunoby. Anunoby risque de morfler un petit peu sur la taille, mais... Je me suis enflammé là-dessus sur Anunoby, mais j'aime bien quand tu dis un truc et tu te rends compte. Ouais, non, en fait, non. Non, mais tu vois, moi, c'est aussi un mec qui, j'aime bien me calquer aussi sur les futures confrontations de playoffs en se disant que ce mec-là, finalement, peut matcher aussi les gros talents des concurrents. Donc, on sait ce qu'il est capable de faire. J'aimerais que, il est 90, il a 34 ans. J'aimerais que Paul George... Il va faire ce qu'on sait faire de lui. J'aimerais le voir faire ce qu'on n'a jamais vu faire maintenant. Il est capable pour toi. Je sais, j'ai envie de voir. Ah oui, d'accord. J'ai envie de voir, de voir s'il a ce supplément d'âme, notamment en play-off, parce qu'en saison régulière, je pense que ça va bien se passer, mais qu'il ait ce supplément d'âme en play-off avec, évidemment, il faut qu'il y ait un bid, mais l'évolution de Maxey aussi qui s'installe. Tu dis qu'il est 3, pour moi, il sera 2 bis avec. Moi, je pense surtout qu'il y aura 3 mecs à 20 points ou plus. Il y aura 3 mecs à 20 points. Pour moi, ils vont vraiment se partager la boule. Ça sera sur des séquences. C'est plutôt bien coaché par Nick Nurse, donc il va mettre des systèmes pour que tout le monde, pour que ça soit pas aussi hiérarchisé que 2-3. Pour moi, il y aura un bid en 1. Après ça, on verra comment ça se passe. Mais j'aimerais que ce mec-là, je sais pas s'il a ça en lui, mais j'aimerais que ce mec-là, pour
potentiellement le dernier projet de sa carrière sérieux, parce qu'après quand tu as 37 ans et que tu viens faire le 8e, c'est des autres projets, mais voilà, je suis à la fois intrigué et un peu inquiet aussi. La déclaration de Paul George sur la saison prochaine avec Philly. Je pense que tout s'est parfaitement aligné. Là où les Sixers en sont, là où ils essaient d'aller et là où j'essaie d'aller aussi. Nous avons vraiment notre chance. Mon apport, enlever la pression à Joël. Je peux l'aider à passer une saison en bonne santé. Alors s'il arrive à faire ça, bravo. Il est kiné ou quoi? Ouais, il vient avec ses médecins ou quoi de LA? Ouais. Enlever la pression à Joël, la pression elle sera toujours sur Joël. Franchement, il y a des attentes qui sont incroyables. Le gars, s'il n'avait pas été blessé, il aurait 2 MVP. C'est clairement le meilleur joueur de son équipe, peut-être le meilleur joueur NBA. C'est pas lui qui va lui enlever la pression. Par contre, clairement, les jours où Joël sera un petit peu sur les rotules, qu'il fasse des gros matchs à 30-35 points, qu'il gagne des matchs pour qu'on voit les Sixers en pleine possession de leurs moyens. C'est aussi simple que ça. C'est l'enjeu de la saison des Sixers, c'est d'arriver, comme les Knicks on en parlait dans une autre vidéo, d'arriver à 100% avec tous les joueurs. La grosse info aussi, c'est qu'ils n'auront plus Tobias Harris et ils le remplacent, au moins numériquement, dans l'idée, par Paul George. Il y a quand même on avait adoré l'année dernière le début de saison, l'alchimie d'équipe, le niveau de Joël, mais le niveau de l'équipe au global. Nick Nurse a mis des choses en place qu'on a appréciées avec un joueur de Paul George qui est d'une fiabilité lorsqu'il joue à toute épreuve dans le jeu et des deux côtés du terrain. Moi, j'en attends beaucoup pour Paul George, mais pour l'équipe. Il doit amener des standards très très hauts, ce qu'il n'a pas été capable de faire Tobias Harris, tu vois. Donc, c'est pour ça que tu parles de numéro 3 et tout. T'as raison, hein, moi je pense qu'ils vont être un peu comme KD, Clay et Steph en 2017, 2018, tout ça là, où en fait ils sont à 26, 26 et il y en a qui est à 20. Moi j'espère qu'ils seront à 30, 22, 23. Tu vois ce que je veux dire? Ça leur permettra d'avoir des armes de partout sur toute la durée d'un match aussi. Non, ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Mais rappelons-nous que quand Joel Embiid fait la première partie de saison, il est monumental et on se dit, mais attends, avec ce niveau de jeu, ils peuvent aller jusqu'en finale NBA. Après, il se blesse et il revient pas à 100%. Mais si Joel Embiid est à 100%, on se souvient quand même que sur les 2 dernières saisons qui sort en NBA, c'est un titre de MVP et c'est un deuxième titre qui lui est grand ouvert et il le fait pas parce qu'il se blesse et qu'il rentre pas dans les quotas. Mais souvenez-vous, les 4 premiers mois de la saison de Joel Embiid, c'est une destruction massive. C'est 35 points, c'est des stats qu'on n'avait pas vu pour un pivot depuis de très longtemps. 8, hein, on parlait de 8, c'est ça, 8. Ou Karim, je sais plus. 10 ou 12 lancers francs par match. Donc un Embiid en bonne santé et un Paul George qui va arriver pour faire la maille. Oui, voilà, cette équipe-là, elle est très bien coachée. Donc attention, voilà. Autre joueur, plutôt un duo, on a un peu triché, on reste dans la conférence Est, mais on a envie de parler de l'année 2 entre Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo. On les double, donc on va l'appeler le Giannis Lillard. Voilà. La première a été ratée, bien sûr, il y a eu les blessures, il y a eu ce run de playoff sans Giannis. On regarde les stats, mais sur les stats, c'est toujours très sérieux. Lillard est à 24 points, 7 passes, un petit pourcentage 42%. Pour la première fois de sa vie, il était dans le 5 du All-Star Game dans la conférence Est. Giannis est toujours dans les standards de MVP, 30 points, 11 rebonds, 6,5 passes, 61% au tir. Année 2, on souhaite eux aussi qu'ils soient en forme, mais on souhaite surtout que cette équipe joue bien au basket, Arthur. Ouais. Grâce à ce duo. Et grâce à son coach aussi, peut-être. De préférence, c'est toujours mieux. Hein. Je rigole. Ouais, bah effectivement, moi je pense que leur année elle est ratée, mais aussi à cause des pépins physiques. Ces gars-là, ils sont pas en forme. Bah clairement, en playoff, ils peuvent pas performer. Alors maintenant, les deux, Lillard c'est un 90, donc il a 34 piges. Giannis, ça doit être un 94, il a 30 piges. Je pense qu'ils peuvent aller très loin. Je pense qu'ils peuvent gagner la conférence. En tout cas, ça doit clairement être leur objectif principal. Après, il commence à être âgé. Il ne faut pas qu'il commence à rentrer dans une spirale de blessures. Yanis, il s'est fait mal le mollet. Il vient de faire les Jeux Olympiques cet été. Je ne connais pas trop l'état de santé actuellement de notre ami Lillard. Rassurant de ce qu'on a vu, Yanis, en tout cas. Très rassurant. On l'a mis pendant le TQO au repos et tout. Je ne pense pas qu'il soit à 100% non plus. Hein. Il n'y a pas de nouvelles et tout, hein, mais je ne suis pas sûr qu'il soit. Là, les 2 mois post-JO vont le faire beaucoup de bien. Très bien, mais le tournoi qu'il a fait au JO, pour moi, c'est rassurant. Va falloir voir. En tout cas, moi, j'attends énormément d'eux, que ce soit les leaders de leur équipe, qui puissent porter un petit peu cette équipe de Milwaukee qui certes aura, je pense, un petit peu moins de pression que l'année dernière de par le fait qu'ils soient sortis au premier tour contre Indiana. Ouais, c'est ça, contre Indiana. Ils auront un petit peu moins de pression et c'est pas plus mal pour eux. Après, moi les doutes que j'ai c'est par rapport au coaching. Doc Rivers, bien sûr. Doc Rivers que je trouve catastrophique, cataclysmique depuis plusieurs années. En tout cas, eux deux, ils doivent clairement porter leur équipe et emmener leur équipe en finale. Hein. C'est aussi simple que ça. Erwan, je rappelle que les Bucks se sont fait sortir 2 fois de suite au premier tour. On se souvient de Miami, encore une fois, avec un Giannis blessé. Qu'est-ce que tu attends des joueurs, s'il te plaît, de ce duo-là, l'année prochaine? Déjà qu'ils jouent ensemble, qu'on l'a dit et répété l'année dernière, on était très surpris de voir qu'il y avait 0 connexion entre eux.
pas de two-man game, très peu de pick and roll entre les deux. Ça, c'est quand même ce qui nous avait sauté aux yeux. Des fois, la NBA, c'est assez simpliste. Et là, alors oui, Lillard faisait son truc de son côté, Antetokounmpo faisait des trucs de son côté. Dans un money time, je reste persuadé que c'est toujours une équipe qu'il faut éviter de prendre parce que tu as Lillard d'un côté et que tu as Antetokounmpo. Mais les deux, je pense que sur pick and roll, quand ils signent Lillard, on se dit, sur pick and roll, ils vont faire une chanson. Rien. Et tu sais qui j'ai croisé à la FIBA House cet été? Dis-moi. Thanasis. Ah, tu lui as mis une droite parce que tu le détestes depuis des années. Non, parce que je me suis rendu compte que j'allais perdre. Et on rigole bien sûr, jamais donc, on touche les joueurs. Je le croise une première fois, j'étais avec Jérém, je fais, vas-y, j'ai pas lui parler, ça fait... Et le deuxième soir, il s'assoit, il est tellement sympa. Et quand je lui parle, je fais, alors Thanasis, tu vas jouer l'année prochaine et tout, il me fait, je vais voir, bref. C'est pas Et je fais, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière à Milwaukee? Avec le coach, alors qu'il y avait un bon bilan, vous l'avez changé, qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait, je ne pourrais pas t'expliquer, je sais pas, il me fait... Je fais, mais pourtant, il y avait un bon bilan avec Griffin. Il fait, tu sais, quand tu as Damien Lillard et Antetokounmpo, tout le monde pourrait avoir un bon bilan. Donc, je pense qu'il y avait un vrai problème de relations internes. Il m'en a pas dit plus. Et il me dit, je fais, l'année prochaine, l'année 2, je pense qu'il va y avoir quelque chose. Il me fait, méfie-toi de l'année 2. Méfie-toi de l'année 2 parce qu'il y a eu pas mal un changement de coach en cours de saison. Moi, l'arrivée de Doc Rivers pour mettre en place, c'est très dur avec des expectations très hautes. Moi, je crois beaucoup en l'un des deux, des Bucks avec Damien Lillard et Antetokounmpo. Et on rappelle que Damien Lillard, l'année dernière, a vécu un enfer. Le fait de partir de Portland à Milwaukee, ok, mais les problèmes, en effet, de divorce, de famille, t'es loin de tes enfants. Et ça t'as beau gagner 50 millions de dollars, 100 millions avec tes sponsors, quand t'es loin de tes enfants, que tu souffres, c'est toujours très compliqué. Alors vas-y, finis sur ce duo et après, on enchaîne ensuite. Je vais pas être long, juste pour revenir sur la relation entre Lillard et Antetokounmpo, c'est vrai qu'on s'est dit, on avait beaucoup d'attentes sur le pick and roll, sur plein de choses, mais j'ai l'impression qu'on est revenu maintenant et que ça va pas passer par une relation forte, en tout cas sur le terrain, entre les deux. Je pense qu'ils sont raccords, ils ont une vraie culture de la gagne, on le sait, eux, les deux, ce qu'ils veulent pour les superstars, c'est surtout gagner. Mais tu sais, Antetokounmpo, je sais pas si le fait d'avoir un super meneur, tu sais, à l'époque, quand ils gagnent avec Milwaukee, ils n'ont pas non plus une filiation incroyable avec Jrue Holiday. Je pense qu'il faut qu'on... Oui, mais Lillard est un fort joueur de pick and roll. C'est la grande... C'est que là, je te parle d'une arme qu'il n'utilise pas. Je te dis pas, faut jouer du pick and roll parce que fort joueur de pick and roll pour lui, pour se créer un tir, pas forcément pour jouer avec son intérieur. Et donc, c'est pour ça que je dis que, voilà, on peut avoir des attentes tous les deux donc pour porter l'équipe. C'est mieux qu'il est face avec Brook Lopez et Bobby Portis. Non, c'est pas ce que je dis. Voilà. Mais juste pas forcément sur une relation incroyable, un poste 1-4, 1-5 comme on pourrait voir dans d'autres équipes. Un peu plus. Moi, t'as raison. Comme souvent mon tuteur, mais un peu plus quand même. T'as quand même deux superstars. Je te dis pas qu'il faut jouer toutes les positions là-dessus, mais on a le droit d'y mettre un peu plus, de prendre tes deux meilleurs joueurs et de les mettre, leur donner un petit quart de terrain. Voilà. Absolument. Objectif titre numéro 2 pour les Bucks dans le cycle de Giannis Antetokounmpo. On enchaîne avec un autre joueur. On va rentrer avec les mecs qu'on a suivis tout l'été puisqu'ils étaient au JO. On va parler de Victor Wembanyama. J'ai envie qu'on en parle vite fait, rapide. Après, c'est JO, l'équipe de France est allée loin, ça vous le savez. Les stats l'année dernière de Victor pour son année rookie, 21 points, 10 rebonds, meilleur contrat de la NBA avec les 3,6 contre, etc. Qu'est-ce que vous attendez pour l'année 2 de Victor? Je vous donne même son palmarès l'année dernière. Rookie de l'année, All Defensive First Team, c'est la première fois que ça arrive pour un rookie. Numéro 2 au défenseur de l'année qui est revenu à Rudy Gobert, et donc le meilleur contreur de la NBA. On a parlé des Spurs. J'ai envie que tu me parles de Victor. On a parlé des Spurs dans une autre vidéo, pardon. J'ai envie que tu me parles de Victor. Deux choses. All-Star, meilleur défenseur de l'année. Oh merci, bonsoir à toi Arthur. Allez, ça me va. Même chose. Par contre, moi j'ai des attentes statistiques. J'ai envie que ça soit dans la lignée des superstars et des meilleurs joueurs de l'histoire entre une saison 1 et une saison 2. LeBron, il fait une saison à 20 wins, la deuxième saison c'est 27-29 points. KD c'est la même chose. Luka c'est la même chose. Première saison 20 wins, deuxième saison 28 points. Donc déjà statistiquement, je veux que soit plus de 25. Plus que 25, je veux qu'il soit à 27. Mais clairement, je veux qu'il soit à 27. Ça, c'est mon tuteur ambitieux. Tu vois la fin de saison dernière, il était capable de pouvoir monter très haut, mais il avait encore un petit peu des matchs où c'était un petit peu dur. Je pense qu'il le sait de toute manière, c'est lui qui a les plus grosses attentes, il le dit à chaque fois envers lui-même, mais moi j'ai envie qu'il ait ce gap statistique là. Et mécaniquement, la sélection All-Star elle viendra, et avec un peu plus de victoires, le défenseur de l'année, a priori, il devrait aussi être pour lui. Donc ce gap statistique, gagner un peu plus de matchs et il aura le défenseur de l'année. Voilà. Tu veux rajouter un truc à ça, Erwan? Non, on a tout dit. De toute façon, voilà, Victor, l'avantage de lui, on adore en parler, mais les choses sont assez claires, assez simples. On veut qu'il continue à devenir le joueur qu'il doit devenir. Voilà, tout simplement. Absolument. De toute manière, il y a cette année d'apprentissage, cette année extraordinaire. La dernière fois, je me suis refait, parce que la NBA a fait 30 minutes de tous les highlights de Victor sur une saison rookie.
il est déjà dans les meilleurs highlights que j'ai jamais vu dans l'histoire de la NBA, limite, avec le nombre de comptes, de dunks, bref, de toute façon, je vais rien vous apprendre, Victor est un joueur extraordinaire. Et on est obligé de faire aussi la corrélation avec cet été, ce qui vient de se passer avec l'équipe de France. Il a appris à vitesse grand V, dans sa tête, mentalement, on l'a dit souvent cet été, il a fait son âge par moment, il a été ému, machin, l'équipe de France nous a régalé. Victor a pas toujours été très très bon, mais t'aimes bien dire que son plancher est très très haut dans un contexte différent. Quand il va retrouver l'allant de la NBA, le terrain et les dimensions du terrain de NBA, c'est sûr qu'il va tout arracher sur une saison 2, sachant que si l'adresse son tir qui est déjà vachement en place et tout, il arrive à concrétiser avec un pourcentage qui continue à grimper un petit peu, et pourquoi pas ne pas être très très loin des 37, 38, voire des 40, soyons fous, sur une année 2, les 27 points, il y sera facile. Hein. Oui, complètement. Je pense qu'en FIBA, il a appris la tartine. Il a vraiment appris la tartine. Quand je dis tartine, c'est le combat, la dureté. Et je pense que il ressort des Jeux Olympiques avec aussi une arme qu'il n'avait pas. Victor, on disait, il dribble, il passe, il shoot, il sent le jeu, il est élégant, il contre. Mais on n'a jamais dit, il aime la tartine. Là, alors il n'aime pas trop ça, hein. Mais là, avec ce qu'il a vécu, je pense aussi pendant les Jeux, dans des contextes FIBA, il se dit aussi, ok, ça c'est un truc qui doit être une arme pour moi. Il est trop malin pour ça, que je peux mettre en NBA, parce que parfois en NBA, on n'est pas trop dans la dureté. Et tous les pivots durs, Jokic et Embiid, ils surdominent. Absolument. Le dernier truc que j'ai envie de voir, moi, j'ai envie de voir la naissance d'un go-to-move. Je sais qu'il n'a pas envie, je sais qu'il a envie de tout faire. Je pense qu'il peut tout faire, mais il y a quand même, c'est la réalité du très très haut niveau de la NBA. Quand je pense à LeBron, quand je pense à KD, quand je pense... c'est la Marcus Aldridge qui en a parfaitement parlé de ça. La Marcus Aldridge, il a jamais mis un layup, mon gars, dans sa life. Il a fait que des turnarounds sur sa gauche, à mi-distance, axe gauche, toute sa vie. Et le gars est multiple star, et à un moment donné, le meilleur poste 4 de la NBA. Victor peut absolument tout faire. Pour qu'il soit à 27 points par match, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une action qu'on voit 4-5 fois par match qui lui permettent de mettre 10 points faciles. Ou aller chercher ses lancers systématiquement. Je sais pas ce que c'est encore aujourd'hui. Hein. Mais tu le dis depuis les Mets d'ailleurs. Tout à fait. C'est vrai, t'as raison. C'est la logique des très grands joueurs. Tu veux rajouter un truc, sinon on enchaîne. On l'aime beaucoup, Victor. Ouais, moi aussi je l'adore. Parce qu'il jongle avec 4 balles, j'attends qu'il jongle avec 5 balles pour les échauffements. Très bien. Il va signer au Cirque Pinder derrière. Il va quitter pour les Spurs. Ce sera un gros oseille Pinder. Gros coup de boost. Accélérateur de carrière. Ce soir, Victor Wembanyama est en votre ville. Venez voir le géant, venez voir le fou, venez voir le jongleur, Victor Wembanyama. Ce serait incroyable. Un autre homme qui a participé au JO, qui a été une tête d'affiche à la base et qui a connu des JO parfois compliqués, parfois très bons, c'est Jason Tatum. On va focus sa saison parce que Jason Tatum est une superstar, parce que Jason Tatum est champion NBA, parce que Jason Tatum en 74 matchs, il est à 27 points par match, 8 rebonds, 5 passes, il fait une bête de saison statistique, que Jason Tatum est donc champion sans être MVP des finales, que son pote Jaylen Brown a réussi à récupérer, que ce soit en finale de conf et que ce soit pendant le NBA Finals. Pourquoi on va regarder Jason Tatum? Parce que j'ai envie de voir comment il va digérer tout ça. Alors, a priori, bien. Je pense, quand je dis bien, c'est aussi ce qui s'est passé pour les JO, les 0 minutes, les machins. Il s'est passé beaucoup de choses. Dites-moi quelles sont vos attentes. Pas forcément statistiques, c'est plutôt comment il va faire pour être encore plus grand, pour être le visage de la NBA, pourquoi pas un jour. Drôle d'été pour Jason Tatum. Drôle d'été. T'es champion de la conférence Est, t'es pas MVP des finales. Ça se joue à pas grand-chose à chaque fois, honnêtement. Même des finales de conférence. Il l'est pas. Mais ce que je dis, finale de conf. Finale NBA, il est pas MVP des finales. Il va au JO. Et il est traité comme si moi tu me prends, il me traite pas pire, Steve Kerr. Donc tu gagnes des trucs, mais en même temps, t'es là, t'es pas le numéro 1 alors que c'est censé être le numéro 1, ou voire t'es 11e. Et j'espère, j'ai envie de croire ce garçon qui a un talent fou, on le sait, mais qui est parfois un peu... qui a la qualité de ses défauts de se regarder peut-être un peu jouer, qui est peut-être un peu trop gentil par moment. J'espère que les frustrations, parce que oui, tu fêtes le titre, t'es content pour Jaylen Brown, mais au bout d'un moment, j'aimerais que ce garçon devienne un petit peu plus méchant, un petit peu plus... Alors, ça peut être galvaudé, mais un petit peu plus thug dans sa manière d'être. Voilà, qu'il force un peu son destin. C'est un mec qui a un talent fou, il est facile dans le dribble, il est élégant. On les connaît, ces mecs-là. Mais qui, attention, et pourtant on l'adore, qui tombe pas comme dans un mélo. Force un peu ton destin. Même si Melo n'a jamais gagné, lui, c'est son cas. Mais j'aimerais qu'il force un petit peu son destin en disant, moi, il n'est pas MVP des finales. C'est pas moi. Je serai MVP de saison régulière. Je vais être c'est pas ça l'objectif. Je vais être MVP de saison régulière. Oui. Je vais faire une saison de tueur. Et je vais forcer un peu mon destin. Voilà ce que j'attends. Après, le souci, et tu vas répondre à ça. Moi, mon grand souci, c'est que s'il est intelligent, il continue à faire ce qu'il a parfaitement fait cette année. Forcer, tu dis pas d'allumer 12 tirs à 3 points. Je sais, mais forcer, c'est quand même forcer. Et forcer, sous-entendu, y aller en force, et donc parfois, malheureusement, niquer un peu les autres. Pas forcément les adversaires, les coéquipiers. Défendre plus fort, aller plus au mais rebond. moi, quand j'entends forcer, c'est je vais tout faire pour être MVP. C'est pas le meilleur signal que tu envoies à une équipe championne. Isaiah Cordigné aux Jeux Olympiques a forcé son destin.
Oui, mais c'est Non, incomparable. mais dans l'état d'esprit, c'est pour faire Non, mais c'est incomparable, parce que là, Ils partent pas du même. Ouais, oui, on parle endroit, pas- ouais. certes. Non, mais la forcé, il y a le risque que Jason Tatum dans le bon force sens du terme. pour être MVP de saison régulière, parce que voilà, ma question c'est est-ce qu'il peut l'être, et ben c'est que il faut peut-être que le collectif soit un peu plus tourné vers lui. Et le collectif, il est champion et ils ont tous été prolongés et c'est une bête d'équipe. Ouais, les Celtics. alors oui, effectivement, quand tu vois statistiquement et tout, tu vas pas pouvoir ajouter grand chose. Moi, je comprends, je pense qu'il manque un petit peu de charisme peut-être, le charisme des méga superstars, grogner des fois un petit peu, se manger une technique, même si ça lui arrive et tout, et forcer son destin. Moi, typiquement, lorsqu'il n'a pas été élu MVP des finales de conférence, j'étais persuadé que sur le match 1 des finales, il prendrait 25 ou 30 tirs, tu vois. Alors oui, c'est peut-être un petit peu égoïste, oui, ça se trouve, ils n'auraient pas gagné comme ça et tout, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui lui manque. S'il veut être MVP, je pense pas que c'est en mettant 30 points que ça va changer énormément de Pourquoi choses. pas Bah si. Parce qu'en fait, pour moi, là, le MVP, c'est clair. S'il veut le MVP, il faut que Boston gagne 65 matchs et qu'il y ait un méga delta avec les autres équipes C'est pour ce la qui s'est passé l'année concurrence. dernière, il est même pas sur le podium, le mec. Ouais, mais parce que, d'accord, Tu vois ce que je veux dire statistiquement. Bah, mais non, tu mais je vois, veux dire, là, tout ce que tu viens de dire collectivement, ils Mhm. sont sur le podium. Ils sont sont de loin premiers, la ils sont meilleure équipe. premiers, C'est ils l'une sont des meilleures premiers, saisons de clairement. tous les temps. Il y a 75 ans d'histoire. Et pourtant, Tatum, à aucun moment, il a été réellement dans la course pour être MVP. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'il soit à 30 points par match et qu'il fasse la même saison collective. Tu vois ce que je veux dire? Donc, C'est tu ça penses le. que- tu penses- S'il veut être MVP de tu saison penses qu'en régulière. ajoutant quelques stats en plus, il Bah il oui. est dans la course du MVP. Bah, J'ai les MVP, l'impression c'est j'ai ça, l'impression- forcément. Bah, bien son sûr, destin. bien J'ai sûr. l'impression que c'est plus, tu vois, j'ai l'impression que c'est plus le delta, le delta de victoire avec la deuxième qui fera la bascule. Mais attends, peut-être que je me alors je te trompe. redonne la stat. Ils font 61. 64 victoires. 64 victoires. Les Knicks sont à 50. Et les meilleures équipes de la conférence Ouest, 57. 57, 56, 57. c'est Oklahoma, Denver et Minnesota. Il est là, le gars. Ce que je veux dire, c'est que il faut être le meilleur, le gars au-dessus de la mêlée et déjà dans ton équipe. Et la preuve, c'est qu'il y a 2 trophées individuels à aller chercher cette saison. Il a aucun des deux. Donc, après, on verra. Franchement, s'il est intelligent, franchement, Jalen, si tu nous entends, gros, ne change rien. Le but, c'est d'être C'est ça. champion NBA. Le but, c'est Ça marche d'être pas comme champion. ça. Je pense aussi. Mais le but, c'est d'être champion NBA. C'est ce qu'on dit tout le temps. Vaut mieux être 4 fois champion NBA sans être MVP de saison régulière que d'être une fois MVP de saison régulière et ne jamais être champion. Ça, c'est évident. C'est sûr, mais là, le titre, en gagnant ce titre, mine de rien, ils se sont enlevé beaucoup de pression, Clairement. le duo Brown C'est et vrai. Tatum. Et au bout d'un moment, même s'il a célébré, c'est ça aussi qui fait les grands joueurs. Mais tu as raison, tout son côté un petit peu, avec un charisme un petit peu qu'on aimerait plus extraverti, peut-être que c'est en ça aussi que je veux voir forcer son destin. C'est qu'aussi pas que par les stats, par le comportement, parce qu'on s'attache aussi à des mecs qui en imposent. Et lui, par le talent, mais ça manque un Aujourd'hui, peu. il est pas hyper polarisant. Tu sais, moi, je connais personne qui dit je déteste Tatum, tu vois. Personne. C'est personne. Personne n'a jamais détesté Tatum. Personne, tu vois. C'est un bon joueur. C'est un Bah, bon joueur, tu vois. voilà, Je dis super pas qu'il joueur, faut pas qu'il tombe dans une caricature, mais disons que voilà, si on fait son cas, c'est peut-être ce qu'on peut attendre de lui. Voilà. Après, il y a un truc aussi pour être MVP, c'est les actions d'éclat. Des buzzer beaters, des dunks Ah et tout. bah c'est oui, la ouais. réalité de notre championnat. Clairement. Tout à fait. Enfin, du championnat NBA, parce que le nôtre, pas encore. Mais voilà, c'est comme ça qu'on dit aux autres, je suis le meilleur. Quand DeRozan à Noël, il y a 3 ans, là, enfin il y a 2 ans maintenant, on parle de lui pour MVP, il vient enchaîner Avec 4 Chicago, buzzer ouais. beaters à C'est clair. Chicago. Voilà, c'est aussi comme ça que tu peux t'installer. Bon, voilà, Jason Tatum, vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que c'est un débat passionnant qu'on a eu à de nombreuses reprises. Le dernier joueur dont il faut qu'on parle, t'en as parlé un petit peu avec les Grizzlies dans une autre vidéo, c'est Ja Morant. Parce que Ja Morant est un joueur fabuleux, mais Ja Morant a enchaîné pépins, blessures, Suspension. problèmes extrasportifs, suspension. Les stats l'année dernière en 9 matchs. Il a joué 9 matchs. Ja Morant l'année dernière pour les Grizzlies, 25 points, 8 passes. Il est revenu en cours de saison, on s'en souvient. Hop, série de victoires pour les Grizzlies. Ils redeviennent une bête d'équipe, finalement. Ils se pètent. Ja Morant, qu'est-ce qu'on en attend l'année prochaine? Arthur. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on l'a tous oublié, clairement. Peut-être c'est mon cas, hein. J'ai l'impression qu'en tout cas, Ça, c'est la NBA. Quand KD se blesse pendant 2 ans, ça va vite. on l'oublie. Ouais, Après, ça- il revient, c'est le Ah, c'est lourd vrai qu'il que c'est le meilleur joueur. Par contre, il revient, c'est lourd qu'il soit là. Mais Ouais. c'est ce que ça fait que Jamorant sur 9 matchs. Ouais. Mais t'as raison, on oublie. En NBA, tu fais bien de le dire, c'est pour ça que je te coupe. C'est que en NBA, t'es blessé 3 mois, tu disparais 3 mois pour je ne sais quelle raison, on t'oublie. Ouais, clairement. Non, et puis surtout qu'en fait, ils remettent Memphis au centre de la carte. Son absence a été archi préjudiciable pour sa carrière personnelle et aussi pour son équipe, parce que le delta de victoire-défaite quand il est là ou quand il n'est pas là, c'est le jour et la nuit. Donc, qu'il fasse une saison avec de la constance. Au niveau du comportement, j'ai aucun doute qu'il va arrêter de sortir des guns ou faire des conneries. En tout cas, j'espère pour lui, mais je pense qu'il en est revenu. Mais qui joue, et en fait, je pense que naturellement, Memphis, ça va remonter, et dans cette conférence Ouest qui est galère, ils vont pouvoir avoir quelque chose à jouer. Ok, on rappelle que Ja Morant est un MVP caliber. Est Clairement. un joueur. Et lui, il le sait. Et lui, il les a, les actions d'éclat pour le coup. Hein. Ah Les bah, buzzers, il y a 2 les ans, contres, les trucs. Ouais. Les triple-doubles. Les triple-doubles. Ouais. Et que ce soit en playoff ou un truc, c'est un joueur fabuleux. T'en attends quoi, Erwan, de
du run and game fou là. Moi, de Lucky Luke, je veux dire. Ça n'a rien à voir. Moi, j'attends une saison pleine. Moi, honnêtement, il m'a autant régalé que ce qui m'a déçu. Évidemment, je parle pas des blessures parce que ça fait partie du game, mais il nous a tellement mis des promesses très tôt, très vite. Il a remplacé le Mike Conley, alors qui est une icône là-bas à Memphis, très tôt, avec un style de jeu où on disait ouais, Memphis c'est un peu pompeux, c'est du demi-terrain, bon ça marche, mais il a même changé l'ADN de Memphis, tu vois, à lui tout seul en très peu de temps pour derrière tout flinguer tout seul, et c'est le cas de le dire. Donc moi j'ai envie de revoir ce mec-là sur le terrain parce que je regarde la NBA pour Ja Morant aussi, voilà. Donc maintenant à voir, l'année dernière ils ont quand même développer pas mal de jeunes dans cette équipe-là, à voir autour de lui. Il y a toujours Desmond Bane quand même, qui est... Quelle fac Desmond Bane TCU. Bravo. Ça veut dire quoi? Bravo. À TCU. Oh, non, il a dit bravo, quel escroc. Toi-même tu sais. Toi-même, you know. Je crois que c'est Texas Christian University. D'accord, très bien. Grosse fac de foot. T'es vraiment, tu sais. Là, ce que tu viens de faire, c'est grave. Escroc. Bravo. Donc avec bon joueur. Avec Desmond Bane, voilà, qui a fait une énorme saison. Donc il y a quand même ce backcourt qui va être très intéressant à regarder. Moi, je pense que c'est un mec qui peut ramener Memphis dans le top 8, vraiment, même si la concurrence va être énorme. Je te dis, l'année dernière, ils ont développé des gamins. Coach Jenkins, c'est un bon coach, mais on le veut voir sur le terrain. On veut qu'il fasse des actions d'éclat. On veut qu'il fasse ce pourquoi il est là, c'est-à-dire jouer au basket et nous régaler. Très bien. De toute façon, on fera une belle preview des équipes NBA et il y aura forcément les Grizzlies. On parlera du collectif, des objectifs collectifs un petit peu plus tard, d'ici septembre, octobre, vous savez, on revient à ce moment-là. Voilà pour les 5 joueurs qu'on attend le plus, bien sûr. On aurait pu citer 20 mecs différents, 20 mecs en plus. On n'a pas parlé du projet de Phoenix. Il y a plein de trucs sur lesquels on aurait drafté très haut. Absolument. On aurait parlé de Zachary, d'Alex, de Tidiane. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à nous dire quel est le joueur que vous attendez le plus, français, pas français, jeune, vieux, etc. Tu veux rajouter un dernier truc? Ouais, je vais juste ajouter, j'en ai pour 2 secondes, c'est Bilal Koulibaly. 309. Bilal Koulibaly qui rentre en année 2 et ça peut être l'année de tous les dangers pour lui. Oh là, pourquoi? Bah en fait, moi c'est un joueur que je kiffe particulièrement, que je suis comme pas possible. Quand t'es drafté hyper tôt comme ça, que tu fais une bonne première saison rookie, parce qu'il a fait une bonne première saison, lorsqu'on a des déclats qui sont fortes, c'est le seul joueur qui est intransférable de l'équipe, etc. On recrute fort l'année d'après parce qu'ils n'ont pas eu un super bilan. Ça peut aller vite la NBA. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont été draftés très tôt qui des fois ne confirment pas en année 2 et les Américains ils ont vite tendance à passer à autre chose. On sait que la ligue ça va vite, donc j'espère qu'il va pouvoir... Tu fais peur là, pourquoi tu dis ça toi? Je te dis juste que c'est le cas de beaucoup de joueurs. C'est le cas d'énormément de joueurs. Il lui laisse de la place avec Denis Avdia qui est parti à Portland. Ils sont allés chercher un intérieur en Alex. Il y a un Français qui arrive et surtout on connaît Bilal. Franchement, j'ai aucune crainte. Mais ouais, gros, j'ai peur. Tu m'as fait peur. Ce que je te dis c'est que la NBA ça va vite. Ils ouvrent un canal en français avec Bilal et tout. Ils sont là, ils lui font des massages de yep. Toi tu me dis il va pas aller au bout de ce contrat rookie. Tu me fais flipper gros. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est pas le premier, pas le dernier. Il fait une bonne première saison. Il a rassuré tout le monde sur son tir à 3 points. Je te dis, je le suis comme pas possible. Mais ce que je te dis, c'est que la NBA ça va vite et que quand t'as un top 10 français, une première année on te laisse du temps et des fois ça peut aller deuxième, très vite. Pour moi, t'as raison, mais pour moi il est au fait et au courant de ça et en plus il est au bon endroit au bon moment. Je suis pas persuadé que l'année prochaine ça soit une saison bascule pour lui individuellement, mais je suis pas sûr qu'il joue son avenir la saison prochaine. Pour moi, je te le dis et je le redirai dans 10 ans, c'est un mec qui a tout pour faire 10-15 ans NBA. Oui, je l'espère bien. Voilà. Tout à fait. Et on souhaite à Bilal, bien sûr, que tout se passe bien, contrairement à Arthur qui me fait flipper. Mais arrête, oh là là, c'est mon gars, t'es fou. Heureusement alors. Gros, tu m'as fait peur. Et on souhaite à Zachary de faire plus de 10 matchs parce qu'attention, ça va vite en NBA. C'est horrible. Allez, c'est bon, je suis mort, les gars. Je rigole. On embrasse tous nos jeunes Frenchies. On va vous suivre à fond puisqu'on aurait pu tous vous citer. On vous attend comme des fous. Mais nous, contrairement aux Américains, on vous laisse un peu de temps. Donc bossez bien. Arrivez au training camp prêt pour jouer des big minutes avec vos franchises qui vous ont fait confiance. Voilà pour cette vidéo. On se retrouvera donc pour les interviews. Je vous l'ai déjà dit. Mais aussi pour une dernière vidéo. Qui est le meilleur joueur américain actuellement en NBA? C'est un débat passionnant. On sort des JO en plus. Donc c'est le moment parfait pour savoir qui a pris le lead ou si les vieux sont toujours en place. Merci Arthur. Merci Erwan. Merci aux équipes de Polar Air. Et à la semaine prochaine. Bisous.